Vous écoutez Profil sur Arte Radio. Un jour, mon grand-père me dit « Ta grand-mère, elle m'a écrit 70 pages de lettres d'amour. » Eh ben, j'ai jamais répondu. Il était fier et on a ri. Quand ils sont morts, j'ai retrouvé ces lettres. Elles sont étranges, pas datées ni signées. Ce ne sont pas des cartes postales. Ma grand-mère décrit leur histoire comme un roman, au passé, depuis un présent insituable. Pas de timbre, pas d'enveloppe. Impossible de savoir exactement quand elle les écrit. Bon, il y a 2 photos de 94. Un peu après leur passion, un peu pendant aussi. Tout commence au début d'avril 1992. Tout commence au début d'avril 1992, un samedi, dans un magasin délicatessen. J'avais un manteau marron et toi un blouson de cuir. Après t'avoir répondu désagréablement ou refusé de te parler, j'ai compris mon erreur et nous avons entamé une petite conversation où nous nous sommes présentés et où tu m'as laissé ton téléphone. Mamie fait l'amour, un documentaire d'Ariane Biggenwald, réalisé par Charlie Marcelet. Si je me mets à la place de ma grand-mère, à quoi ça sert d'envoyer des lettres à quelqu'un qui ne répond pas ? Certaines lettres sont torrides, l'équivalent de sexto. Je me dis que c'est une sorte de jeu de rôle érotique, pas vraiment une conversation. Ou alors, face à un homme un peu rustre et taiseux, ma grand-mère a voulu faire exister leur histoire par les mots. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine pour te voir encore dans la cour de l'immeuble et pour te voir disparaître dans le couloir. Je veux savoir. Alors je fouille, je lis, je range ce fatras de papier. J'avoue, je sais pas du tout. Combien de fois je t'ai vu chargé de bagages disparaître dans ce couloir ? Papier qu'on m'a remis parce que la légende familiale veut que je ressemble à ma grand-mère. Je ne suis pas sûre que ce soit un compliment. J'ai toujours considéré que c'était un mythe. Comme je grandis au Canada, je ne la vois qu'en vacances, que jusqu'à mon adolescence, donc, au final, je la connais assez peu. Que demander de plus ? Plus de sexe, certes. Mais par les lettres, étrangement, c'est comme si la légende avait pris sens. J'ai découvert ma grand-mère par ce qui ne se dit pas en famille, et pourtant doit quelque part se transmettre. La manière de dire et de vivre l'amour. Par les vitrines, les gens nous voyaient. Comme j'étais très amoureuse, j'ai décidé de te caresser avec mon pied en dessous de la table. Celui que j'appelle mon grand-père depuis le début n'est pas le père de mon père, mort alors que j'étais petite et que je n'ai pas connu, mais l'amant de ma grand-mère, l'homme avec qui elle trompait mon grand-père biologique. Grâce à mes longues jambes, mon pied pouvait toucher ton entrejambe. Tu aimais bien. Les lettres racontent donc une relation passionnée, secrète et adultère, entre des gens de presque 60 ans. Une professeure d'université en droit et un transporteur agricole qui se rencontrent dans les 4 coins de l'Europe et de France, souvent près des gares, entre une conférence et une livraison. Elle était de Lille et lui de la Drôme. Il parlait peu, elle écrivait beaucoup. Ils s'appelaient tous les deux René. Tout commence au début d'avril 1992. Après m'être renseigné sur ton honorabilité, j'ai téléphoné le dimanche matin. Nous avons convenu d'un rendez-vous à l'hôtel Cosmos. Tu m'attendais dans le hall car tu étais en avance. Il faisait beau. Nous sommes allés à la station thermale. Nous avons parlé boulot et famille. Tu m'as reconduite non sans avoir attrapé une contravention injustifiée après avoir pris une bière dans un établissement où il y avait de la musique. Là, nous avons parlé de la captivité de ton père, de ta guerre d'Algérie, de la captivité de mon conjoint, et nous nous sommes dit nos âges, 51 et 56 ans.
Le soir, je dînais chez des collègues, comme tous les soirs. Le lendemain, tu es venu me chercher à 15h. Tu as trouvé mon immeuble, cependant difficile à trouver. Je t'ai vu arriver par la fenêtre. Nous avons été voir l'endroit où Popieluszko a été jeté dans l'eau. Il faisait froid et très venteux. Nous avons parlé de ta vie en Pologne. Le lendemain, mardi, je n'étais pas libre. Le mercredi, nous sommes allés voir le cimetière d'hélicoptères. Nous avons aperçu une cigogne. Tu as lorgné mes genoux en voiture. Tu m'as fait un compliment sur mes cheveux gris. Le matin, j'étais allée chez le coiffeur. À l'époque, je teignais mes cheveux avec un produit qui s'effaçait au lavage. Je t'ai montré ma chambre. Le lendemain, jeudi, nous avons fait une promenade en ville et fait quelques achats, jeux d'échecs notamment. Tu m'as annoncé que tu pouvais me conduire le vendredi à l'aéroport de Varsovie. Le vendredi, nous avons fait les 400 km en voiture. Tu m'as dit l'essentiel. Ta femme avait dévié. Et quant à toi-même, quoique sensible, tu n'étais pas doué pour l'amour. Arrivé à l'aéroport, nous avons monté tous nos bagages dans ta chambre à Novotel. Nous avons pris un verre dans la chambre et j'ai cassé le mien en 1000 morceaux. Nous nous sommes embrassés sur le canapé. Nous nous sommes caressés, puis déshabillés. Puis nous sommes passés au lit. Je ne voulais pas que tu me pénètres à cause du sida et je ne voulais pas te montrer mes seins que j'estimais moches. Tu m'as fait jouir avec tes doigts. Moi, je t'ai fait jouir avec ma main. Tout a été facile. Il y avait une grande tache de sperme sur le drap. Nous nous sommes rhabillés et tu m'as conduite jusqu'à l'embarquement à l'aéroport. Je voulais être en avance. Tu as attendu avec moi. Tu ne disais rien. Plus rien. Je t'ai fait un baiser sur la joue et, marchant à reculons, des grands signes d'au revoir. Tu avais ton imperméable bleu marine. C'est un cliché de rencontre. Le hasard au rendez-vous, les augures mystérieux, un oiseau, un jeu d'échecs, un verre brisé, la princesse à sa fenêtre, difficile d'accès, le chevalier et sa monture escortant la dulcinée, l'évidence physique, les adieux au port. En plus cru, on jouit. Plus pragmatique, on se protège des MST. Chacun rentre chez soi, au foyer conjugal, et les cheveux sont gris. Des retrouvailles après des séparations de plusieurs semaines, parfois des mois. 33 rencontres entre 1992 et 1996. Des discussions, des restaurants, des bières, du sexe, beaucoup de sexe. Il faisait lourd à Paris. Vers midi, nous sommes allés dans la chambre et tu m'as prise, à ma demande, par derrière. Tu as joui avant moi, mais il te restait assez de rigidité pour me faire jouir. Nous sommes allés déjeuner dans un restaurant sur le boulevard. Je t'ai parlé de mon père. Après déjeuner, nous sommes retournés à la chambre faire la sieste. Nous étions nus sur le lit et tu as attendu qu'avec mon pied, j'attire tes jambes vers moi. Aussitôt, tu étais en érection. J'étais admirative car je ne savais pas que tu pouvais recommencer 2 fois dans la même journée et je t'ai dit « Tu te prends pour un jeune homme ?» Je suis venue sur toi à ta demande et tout s'est bien passé pour nous deux. Nous sommes sortis et avons repris une bière sur les boulevards et j'ai insisté pour payer très exactement la moitié du coût de cette journée. Tu m'as reconduite à la gare vers 18h. Et nous voici en septembre-octobre 1992. C'était l'époque où je te parlais de sexe au téléphone. Tu aimais bien. Et tu me disais que le fil du téléphone devait gonfler. Mais tu me disais aussi que nous étions à 800 km l'un de l'autre et qu'après ces conversations érotiques, tu étais ennuyé avec ton bazar.
En novembre, nous avions décidé de nous voir à Paris. Tu avais retenu une belle chambre près de la gare du Nord. Elle est inoubliable, cette chambre. Avec ses 2 cabinets de toilette, l'un derrière la tête du lit, l'autre en sens opposé. Tu es venu me chercher à la gare du Nord. Je t'embrassais trop tendrement et trop passionnément sur le quai. Les gens nous regardaient. Nous sommes allés directement à la chambre. J'ai enlevé mon manteau marron et tu m'as étendu, tout habillé sur le lit pour m'embrasser et me serrer longuement dans tes bras. Il y avait beaucoup d'émotions et je te sentais amoureux de moi. Ensuite, nous avons fait l'amour. Et tu m'as dit quelques jours plus tard au téléphone que tu aimais particulièrement ce premier rapport après la séparation. Puis nous sommes sortis et nous avons mangé un couscous assez près de l'hôtel. Je te prenais la main sur la table du restaurant et je t'ai dit que je ne quitterais jamais mon mari. Et tu m'as dit que tu ne quitterais pas ta femme pour moi à cause des 3 enfants qu'elle t'avait donnés. Nous sommes rentrés à l'hôtel pour faire un câlin. Les choses se sont terminées dans ma bouche. Tu m'as dit que c'était la première fois de ta vie que ça t'arrivait. Ainsi, ni ta femme, ni ta précédente maîtresse n'ont voulu savoir quel goût tu as. C'est étrange. Après le théâtre, il y avait encore eu un câlin. Il y en avait d'ailleurs eu un avant le déjeuner. Tu m'as prise avec beaucoup de vigueur et beaucoup de plaisir. Plus les jours passent ensemble, plus tu me deviens proche, plus je te désire, plus je suis vraiment à toi, complètement tienne, au point que le plaisir monte presque instantanément dès que tu me pénètres. J'ai dit que j'étais dans une forme sexuelle très grande. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas une question de santé. C'est plutôt l'attrait des corps qui, jour et nuit, se côtoient dans une proche intimité qui ne cesse de se renforcer. Service 321, destination d'Athènes. D'abord les nouvelles qui vont vous faire patienter un petit peu malheureusement. On a 2h55 de vol prévu initialement avec possibilité de faire des raccourcis et d'accélérer le vol, donc on espère bien faire le retard. Dans quelle forme sexuelle nous étions tous les deux à Athènes ? J'ai découvert que je peux faire l'amour avec toi 3 fois par jour, pendant 1 semaine, et être encore plus passionné physiquement à la fin du séjour qu'au début. Si nous vivions ensemble, notre grand bonheur serait cette solide et si belle entente physique. Mais il faudrait l'aménager, car je t'aime trop pour te laisser t'épuiser dans des états physiques qui sont une merveilleuse preuve d'amour, qui ne doivent pas compromettre ta santé et ton équilibre. Nous devrions modérer nos ardeurs et discipliner cet élan formidable qui nous porte l'un vers l'autre. J'écris cela, mais j'avais déjà écrit dans le passé que si nous passions plusieurs jours ensemble, je te limiterais. Et, tu vois, à Athènes, je ne l'ai pas fait. Bien au contraire. Et je crois que nous avons eu raison d'en profiter, même si le bon sens populaire recommande de ne pas abuser des bonnes choses. Mais la vie sexuelle de Mamie n'est pas si épanouie qu'il n'y paraît. En tout cas au début. Elle fait souvent passer le plaisir de René en premier. C'était la première fois que nous avions 2 nuits devant nous. C'était l'époque où tu n'avais pas bien la maîtrise du premier rapport après nos longues séparations. J'ai pris l'habitude d'utiliser ma main, travaillant ainsi contre mes intérêts, puisque faisant cela, j'organise mon insatisfaction immédiate et mon insatisfaction pour la suite des événements, puisque je t'enlève des forces. C'était un peu dur pour moi, qui ai de l'appétit. Je n'ai osé te parler de mes déceptions qu'1 an plus tard, à Cologne. Le câlin que j'attendais tant, inconnu des problèmes. Je ne voulais pas de mouvements rapides. J'ai dit « Laisse-moi jouir paisiblement ». Et j'ai eu le malheur de faire intervenir ma main pour raviver ta vigueur. Patatras, plus rien. J'ai éclaté en sanglots.
Je ne voulais pas encore passer mon tour. Tu m'as répondu, si tu veux diriger les opérations, ça rate. C'était l'huile sur le feu. Mais l'amour était quand même le plus fort. Car après avoir pleuré, je suis revenue dans tes bras. Et miracle, tu avais à nouveau tes moyens. La conclusion a été très bien. Bon, le sexe miracle occupe une grande partie de leur histoire, on l'a compris. Alléluia. Mais à tel point que parfois, il devient une source d'angoisse. Il y a une chose simple en tout cas, c'est que l'amour n'est qu'une histoire de désir. Un couple qui n'a plus de désir est bon à la casse. Vous ne croyez pas, par exemple, à la relation amoureuse malgré les pannes d'amour physique? Dire que c'est ce que je dis. On n'embrasse pas tout le monde sur la bouche. Mais c'est ce que je dis. À l'émission de Jean-Marie Cavada, La marche du siècle, portant sur les relations amoureuses, il y avait 2 écoles. Pour les plus jeunes, l'amour, c'est le désir de l'autre. Paul Bourget, un auteur du 19e siècle, écrivait « L'amour, c'est l'obsession du sexe ». Pour les plus vieux, dont Jean-Marie Cavada lui-même, en cas de panne du désir, l'amour peut quand même subsister sur la base des habitudes, de la camaraderie, etc., permettant à un couple de fonctionner. J'aimerais bien qu'on en parle tous les deux. Je crois que pour toi, l'amour est lié à 99% au désir physique. Ah, on y vient. C'est ce qu'elle s'imagine, toujours avec anxiété. René E n'aimerait René E que pour ses fesses. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. C'est ma fonction traditionnelle dans cette liaison. Je dois dire des mots d'amour, te chouchouter, t'apporter la tendresse au téléphone. C'est moi qui dois parler de sexe. Ton rôle à toi, c'est d'écouter avec bienveillance, d'accepter mes démonstrations. Mais toi, tu n'écris pas. Tu ne dis jamais de mots d'amour et tu ne me fais pas la cour. Quelquefois, je me demande ce que serait une relation si je cessais de m'exprimer. Nous parlerions de la pluie et du beau temps, entre 2 passages au lit. Peut-être d'ailleurs préférais-tu cela. C'est peut-être vrai? Ou est-ce que mamie a un petit côté drama queen? Décembre a mal commencé. Dans la première semaine, tu as été empêché de me téléphoner au jour convenu 2 ou 3 fois de suite. Ce n'était pas de ta faute, mais je soupçonnais toujours à l'époque un manque d'empressement de ta part. Je suppose que je t'ai engueulé. Puis notre rencontre mensuelle de décembre a commencé par l'épisode de Rungis. Tu étais en voiture, j'étais parti en train de Lille, tu étais à la porte d'Orléans et tu me demandais la permission d'aller à Rungis d'abord. Moi, je savais que le moindre déplacement à Paris, en voiture, peut demander une demi-journée. Mais tu m'annonçais 1 heure ou 2 de délai. Comment pouvais-je refuser ? À 17h, tu m'as téléphoné pour annoncer ton retard. À 19h, tu n'étais pas encore là. Si j'avais su, j'aurais pris le train du soir. Tu nous as fait perdre toute une après-midi d'amour alors que nos rencontres étaient déjà trop brèves. Tu m'as surtout démontré ta philosophie, le boulot d'abord, les femmes après. Quand je suis partie désespérée au cinéma, j'avais laissé un mot sur la boîte aux lettres. Quand je suis rentrée vers 20h45, tu étais dans le couloir. Nous sommes montés. J'ai fait une grande scène. J'ai dit que je voulais te quitter, qu'un homme vraiment amoureux n'aurait pas agi comme toi, que mon mari n'aurait jamais fait ça. Je sanglotais. Et toi, tu continuais à vouloir me prouver que tu avais raison, au lieu de dire que tu avais tort, de demander pardon, de regretter. Évidemment, malgré tout, j'ai pardonné. Et nous avons fait un câlin très passionné. Tu m'as choqué en insistant sur le fait que tes copains seraient écroulés de rire s'ils savaient quel genre de maîtresse tu avais trouvé en Pologne. Âgée et professeure. J'ai dû te rappeler qu'il n'était pas vraiment impensable qu'Édith Cresson, même âge et situation sociale un peu comparable, pût séduire un homme, se trouver un amant. Tu as été obligé d'en convenir. Le samedi après-midi, je t'ai reconduit à la gare de Lyon. En
fermant la porte de l'appartement, tu m'as dit « Reconnais que tu n'as pas connu pareille séance d'amour depuis 10 ans. » Aussi, tu me trouvais à ce point laide et vieille pour penser que depuis l'âge de 46 ans, personne ne m'avait fait ma fête au lit. À 46 ans, j'en paraissais 38 et j'avais tous les hommes à mes pieds. Que répondre ? J'ai dit oui, pour te faire plaisir. Vous écoutez toujours Arte. Radio. Mamie fait l'amour. C'était une époque où j'ai été souvent déçue. Une rupture me paraît toujours impossible, infaisable. Pourtant, une fois, une seule, je t'ai dit c'est fini. C'était vers le Nouvel An 1994, il y a 6 mois. C'était une réaction infantile, comme celle d'un enfant qui s'est fait mal avec son jouet préféré et qui veut le casser en guise de représailles, quitte à le regretter aussitôt après. J'aurais bien voulu te gâcher ton voyage avec ta femme en te causant la tristesse, le chagrin de m'avoir perdu. Et je suis persuadée, te connaissant, que tu es reparti à tes occupations en n'y pensant plus. Je t'ai rappelé quelques heures plus tard pour te dire que je ne voulais pas rompre. Tu n'as pas eu l'air particulièrement satisfait ou soulagé. Tu as pris la nouvelle comme si elle n'avait pas d'importance. Il y a des raisons derrière le drama. Elle se plaint souvent de leur âge, qui les a privés, selon elle, d'une jeunesse passée ensemble et de la possibilité d'avoir des enfants. Elle se plaint qu'ils ratent leur rendez-vous au téléphone, des prétextes qu'il invente pour ne pas passer plus d'une nuit avec elle, du fait qu'il fasse passer sa femme en premier. Et puis, ils ne se voient que tous les 2 mois. Et ça ne s'arrange pas. Mamie découvre, pendant un voyage à Grenoble, qu'il y avait une autre maîtresse dans la vie de papy, juste avant elle. Cet aveu m'a fait beaucoup de mal, au point que j'ai failli te quitter. Car j'ai réalisé tout de suite que tu avais aimé Lise bien plus que tu ne m'aimais en mars 1993. J'ai pensé que c'était parce que tu l'aimais encore que tu ne pouvais que m'aimer un peu. J'ai pensé aussi que tu t'étais intéressé à moi comme on s'intéresse à un médicament pour faire passer la douleur. J'ai eu l'impression d'être une remplaçante, un pis-aller, un bouche-trou. Je ne t'avais paru ni séduisante, ni désirable. Je t'avais paru utile. J'étais désespérée pour l'avenir. Je ne pensais pas que la situation changerait et que jamais, pour toi, je ne la vaudrais. Elle qui avait de plus 17 ans de moins que moi. La journée ne fut pas bonne. Puis, je t'ai demandé si tu souffrirais si je te quittais. Si tu ferais quelque chose pour me faire changer d'avis. Tu m'as répondu « Non, car il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. » Mais tu as ajouté que tu m'écrirais peut-être une lettre. Je me demande encore aujourd'hui ce que tu aurais expliqué. Alors c'est pour ça qu'il n'écrit pas. Il ne l'aime pas assez. Elle est son bouche-trou. D'un côté, elle se contente de peu. Jeudi dernier, au téléphone, tu m'as dit que m'appeler dimanche, ce serait trop long, et que tu m'appellerais avant. Tu ne l'as pas fait, mais au moins tu as dit une chose aimable. Tu m'as reconduite à ma voiture et, spontanément, tu m'as dit « Je t'aime bien. » Bien. Et elle a même l'air blasée par sa misogynie. Peut-être est-ce parce que tu ne veux pas faire d'efforts. Surtout pas pour une femme. Pas pour une femme. Mais d'un autre côté, elle en met des caisses. Elle en rajoute. Peut-être me tromperas-tu. Me quitteras-tu. Me tueras-tu. 3 points d'exclamation. Elle met en scène son désespoir. Je suis allée nager au loin dans la mer. Au loin dans la mer, espérant vaguement qu'il m'arrive quelque chose. Ça contraste tellement avec la distance un peu froide qu'elle affichait quand j'étais petite. Elle ne jouait pas dans l'eau de la piscine. Elle lisait tout le temps, surtout le journal, à bout de bras, comme si elle conduisait une voiture de papier. Elle se promenait sur des chemins de terre en pantalon blanc. Une fois, toute petite, je lui ai ramené un bouquet de mauvaises herbes et elle m'a expliqué qu'il était impossible à 2 individus, elle et moi, de voir le même brin d'herbe de la même façon. J'avais rien compris.
Parler avec ma grand-mère, c'était comme regarder un film de la Nouvelle Vague. Un dîner avec André, de Louis Malle, par exemple. C'est-à-dire 2 intellos au restaurant qui parlent pendant 2 heures de comment les gens se parlent sans se comprendre. Bon, bien sûr, le problème, c'est que plus on se rapproche d'un autre être humain, et plus il devient mystérieux, inaccessible, impalpable. On a beau tendre la main vers l'autre, tenter d'établir de vrais rapports et de communiquer, on est en face d'une sorte d'ombre. Et nous sommes tous des sortes d'ombres, des fantômes. Qui est Mamie Renée ? Ces 2 faces, la passionnée et la placide, sont déconcertantes. Mais à l'inverse, elle, qu'est-ce qu'elle aime chez lui ? Qui était papy pour elle ? Je te trouve bien pessimiste tous ces temps-ci, sur ton âge et sur ton physique. Tu m'as dit que tu devrais casser la glace où tu te vois, changer ton âge sur ton passeport. Tu m'as dit aussi qu'en maillot de bain à la piscine, tu n'offrais pas un beau spectacle. Enfin, qu'une panne sexuelle pourrait nous arriver. Tu as 1000 fois tort sur ton âge, sur ton physique et ta séduction, sur ta virilité. D'abord sur ton âge. Les difficultés de l'âge commencent pour les hommes avec la soixantaine passée. 54 ans, c'est bien jeune. C'est l'âge où pas mal d'hommes épousent une jeune femme. C'est l'âge où on peut encore être playboy. Léotard, par exemple. L'âge aussi où on est encore loin d'être au sommet de sa carrière. Mitterrand, Balladur ne sont devenus des hommes importants que passé 60 ans. Quant à ton physique, moi qui te trouve beau mec, je vais te dire avec sincérité ce que j'en pense. Tu as un style de gros costaud qui peut plaire à un assez grand nombre de femmes. Les femmes, les sondages l'ont montré, aiment bien les gros. L'inverse n'est pas vrai. Et les grosses femmes ont du mal à séduire. Mais pour aller au fond des choses, je pense qu'une femme qui s'approche de toi peut deviner, pressentir ta forte virilité. En d'autres termes, tu es sexy. Tu donnes l'impression d'être un homme, un vrai. Il y a moins de 3 ans, tu plaisais à ta maîtresse, une femme qui n'avait pas 40 ans. Pourquoi veux-tu que 3 ans après seulement, tu ne sois plus consommable ? Enfin, sur ta virilité et les pannes éventuelles, les pannes surviennent en général après 60 ans. L'homme se trouve alors abandonné et trahi par la nature. Mais je crois qu'un homme sexuellement puissant comme toi ne ressentira les effets du vieillissement que plus tard. Tu resteras peut-être vert comme pétant. La panne que tu éprouves avec ta femme est purement psychologique. D'ailleurs, je dois dire que si tu avais une panne avec moi, je penserais inévitablement que c'est parce que tu viens de coucher avec ta femme. Et si vraiment tu parviens à me convaincre que tu ne me trompes pas, alors je penserais que tu ne m'aimes plus. La panne, c'est l'horreur. Mais entre nous deux, ça n'arrivera pas. La pression ! Quelle manière de le rassurer ! L'horreur ! Vraiment ? Et puis maintenant, j'ai dans la tête une couverture Playboy où Mitterrand se baladure sur un tapis léotard. Je devine tes seins palpitants, Mamie a quand même un petit côté Lady Chatterley. gonflés et durs, comme les perles nacrées de ton collier. Une héroïne de roman british, bourgeoise, intellectuelle, qui va chercher la sensualité dans les bras d'un garde-chasse. Il faut que je rentre. Les René sont pas du même monde. Pastis et champagne. Il est plus jeune qu'elle. Elle fait tout le temps les louanges de ses capacités manuelles, de son physique, de ses grosses mains. Elle suppose d'ailleurs quelque part dans une des lettres qu'il l'aime parce qu'elle est instruite. Donc, pas que pour ses fesses. En plus, elle fait naïvement comme si ça ne comptait pas dans leur histoire. Elle dit « Il y a 4 ans, quand je t'ai rencontré, certes, j'avais remarqué que nous étions très différents. » Et elle ajoute tout de suite après « Le hasard, le destin, la chance ont voulu que je trouve à tort nu l'homme qui me convienne. Tu es un homme. Tu es un homme. Un vrai. Mais s'il n'est plus l'homme qu'elle imagine. Un vrai. L'homme, le grand costaud. L'aimera-t-elle encore ?
L'aime-t-elle lui ou son image et le roman qu'elle écrit ? Papy a peut-être une sorte de complexe d'infériorité. Peut-être qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Dès le début, je t'ai dit que je ne voulais pas d'une simple coucherie, que je cherchais un homme pour la vie quand je serais libre. Mais tu t'es toujours retranché derrière les incertitudes de la vie pour me dire non. Pourtant, ton non, qui m'a fait beaucoup souffrir, qui pour moi est la seule cause de friction entre nous, je ne l'ai jamais pris au pied de la lettre. Je ne l'ai jamais cru définitif, irrévocable et sans appel. Aujourd'hui, je crois que ce non est pour toi une défense qui te permet de ne pas t'avouer tes sentiments. C'est une manière de me montrer que tu ne fais pas tout ce que je veux. C'est une parade et une bravade qui te rassurent, puisque je reste quand même avec toi et que j'en redemande. Je n'ai pas su, à partir d'une situation donnée, à partir d'un homme tel qu'il est, ni meilleur, ni plus mauvais qu'un autre, construire une relation équilibrée et heureuse. J'ai continué, contre l'évidence, à demander à la situation et à l'homme ce qu'il ne pouvait donner. C'est comme si elle ne pouvait pas admettre l'impossible, comme si elle ne pouvait pas se passer du roman. J'ai transformé de nombreuses demi-journées qui auraient dû être des après-midi d'amour en demi-journées de cauchemars, de pleurs et de reproches. Est-ce que des fois, les drames entre les René, leurs disputes, n'arrivent pas parce que mamie s'est installée dans un rôle ? Je suis passé maître dans l'art de gâcher nos rares moments communs. Qu'elle l'a, lui aussi, enfermé dans une case. Sans le vouloir, je t'ai rendu la monnaie de ta pièce au centuple. Je le regrette et je te demande pardon. J'ai d'autant plus tort que je fais des scènes particulièrement dures maintenant, alors que tu es globalement plus attentionné qu'au début, que tu as eu l'occasion de me montrer ton amour à travers ta patience et ton pardon, et que même, tu me dis que tu m'aimes. Les égards que tu as pour moi me touchent infiniment, car je sais que tu y es peu habitué. Je sais que tes attentions sont sincères. Dans mon milieu, la courtoisie est machinale. Voilà. Elle lui reproche de ne pas répondre, mais elle l'aime précisément parce qu'il parle peu. Ou plutôt qu'il a un autre rapport aux mots. Ça crève les yeux qu'il ne parle pas la même langue. Je pense que c'est à Paris, ce 1er août, que j'ai commencé à te dire « Je t'aime, tu es mon amour ». Toi, tu as commencé en octobre à me dire que si tu m'avais connu plus jeune, tu m'aurais massacré. C'est magique. Magie. Massacré est devenu désiré, aimé. C'est tout le piège des mots. On en hérite, ils nous dépassent. On peut s'y sentir enfermé, celle qui les écrit comme celui qui les reçoit. Moi aussi, j'ai pratiqué le roman dans la romance. À lire ma grand-mère, alors que je sortais d'une rupture, j'ai compris que j'avais fermé les yeux sur l'impossible pour mieux, les paupières closes, rêver, espérer, grandir, ne surtout pas voir ce qui n'était pas là, plus là. Et si la meilleure arme pour ne pas être déçu, ou ne pas décevoir, était de se taire, que mon grand-père l'ait compris ou non, qu'il se cache derrière son silence pour se protéger, comme le pense ma grand-mère, ou que ce soit par stratégie de charme, que ce soit parce qu'il joue son rôle à merveille ou parce qu'il s'y sent à l'étroit, je ne me demande plus pourquoi il n'a pas répondu, ni à quoi ces lettres, à lui, auraient pu ressembler. Elles n'existent pas, c'est tout. Personnellement, j'attends encore beaucoup de l'existence à venir. Non seulement l'amour donne beaucoup de prix et de charme à la vie, mais les plaisirs sont encore et pour longtemps innombrables. Jusqu'au bout, les René ont eu leur manière différente de conjuguer le rose et le noir. Mon grand-père biologique est mort, Papy René s'est séparé de sa femme, et les René se sont installés ensemble, moitié du temps chez elle, là-haut dans le brouillard, moitié du temps chez lui, dans le midi. J'attends la
liberté de pouvoir faire tout ce que je n'avais pas le temps de faire et dont je me suis privée par nécessité. Sport, anglais, théâtre, lecture, voyage. J'attends de nouveaux développements de mes rapports avec mes enfants, avec l'arrivée des petits-enfants. Moi et les cousins, on ne les a connus que tranquilles pépères. « 20 ans plus tard, quand elle est tombée malade, il est allé la voir tous les jours à l'hôpital pendant 1 an. À l'époque, le cancer avait atteint son cerveau. Elle pensait que derrière la tête de lit, des gens très bien se réunissaient pour lire des vers en latin. Ça, et que Papy René se tapait toutes les infirmières du service. Tous les jours, elle lui faisait des scènes. Tous les jours, il y est allé quand même. J'attends surtout ta personne et ta compagnie. Le bonheur ineffable de dormir avec toi. Arte. De manger avec toi. Radio. De promener avec toi. De m'occuper de toi. Point. Comme.